Alors, là, aujourd'hui, je vais... Normalement, au début, quand on avait orchestré ce programme, je devais intervenir après des gens qui travaillent sur la robotique, l'IA et sur le maraîchage. Et moi, je devais proposer quelque chose de plus ancien, de plus en lien avec mon métier, l'histoire, l'ethnographie. Euh, et puis, comme il y a eu des propositions d'intervention, euh, comme il y a eu des propositions d'intervention, David et Peter ont annulé leur communication et donc je me retrouve seul à parler des outils, des gestes et des techniques. Donc vous n'aurez que la partie ancienne. Euh, alors vous vous demandez peut-être qui est ce Maximilien Ringelmann, dit Max. Alors normalement je vais faire un clin d'œil parce que j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire la notice biographique de Maximilien Ringelmann. Euh, alors, je lui ai dit un peu dans quelle perspective je la voulais, hein. Donc, c'est un ingénieur agronome, un ingénieur qui a été diplômé en 1882, et surtout, c'est un homme qui a créé la première station d'essai expérimentale du département de la Seine, station départementale d'essai qu'il a maintenue pendant plus de 40 ans. Alors, c'est un homme qui a eu une carrière et un parcours. Il a écrit des centaines d'articles dans des revues, le journal Agriculture Pratique, la revue Horticole, sur Gallica, vous pouvez télécharger des livres. C'est l'inventeur du génie rural. Il a inventé une échelle des fumées pour la pollution qui s'appelle l'échelle des fumées. Il a formulé l'effet Ringelmann. C'est vraiment un grand, grand scientifique. Et quand on s'intéresse, c'est quelqu'un, il a des publications avec énormément d'équations, il adore les angles, il adore tout un tas de calculs. Et il a publié peut-être une quinzaine, une vingtaine d'articles entre 1908 et 1910 consacrés aux outils agricoles. Alors pour vous expliquer un peu ce qui est Maximilien Ringelmann, c'est quelqu'un qui se dit, tiens, il y a un adage chez les maraîchers, un binage vaut 2 arrosages. Ben, il va essayer de le vérifier. Voilà. Donc, il va mesurer la quantité d'eau, le tassement de la terre. Il a même fait des études sur la taille des gouttelettes d'eau quand on arrose pour avoir la meilleure mouille. Euh, René, si jamais un jour vous lisez son livre, a des pages. Tout à l'heure, on voyait des images du diluvien. Est-ce que l'arrosage la nuit arrose mieux que l'arrosage de nuit est-il meilleur que l'arrosage de jour? Est-ce que l'arrosage au jet ou l'arrosage à l'arrosoir, les différents types d'arrosage qui permettent d'avoir le meilleur arrosage? Donc Maximilien Ringelmann a fait ce genre d'études. Mais là, vous allez voir, il a. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plein de dessins, plein de gravures. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de m'enlever le fond gris, mais il n'a pas voulu. Et à chaque fois, il me refaisait des dessins qui étaient des fois très, très baroques, très, très loin. Je voulais en mettre quelques-uns, puis je me suis dit non, c'est pas utile. Donc, il y a des choses très, très intéressantes parce que donc il a étudié tous les outils qu'utilisaient les maraîchers. Et avec cette superbe phrase, la bêche est au jardinier ce que le fusil est au sabot. Et tout à l'heure, René en parlait, son père avait commencé à la bêche, ton grand-père avait commencé à la bêche, ton père a commencé à introduire le motoculteur et toi le tracteur. La bêche, et moi j'aime bien, vous aurez quelques citations comme ça, que je vais lire, mais vous pouvez lire aussi. La perfection du travail manuel de la culture se traduit par une augmentation de produits. Un jardinier soignant les plantes d'un carré obtient des rendements ramenés à l'hectare, donne des chiffres fantastiques relativement à ceux obtenus en grande culture. Maximilien Ringelmann, c'est quelqu'un qui étudie les maraîchers parisiens, et les maraîchers parisiens au XIXe siècle, au début du XXe, ils étaient capables de produire 250 tonnes de légumes à l'hectare. Et la culture à bras produit beaucoup plus que la grande culture. Donc, en 1892, on savait quelles étaient les surfaces cultivées en maraîchage. Et donc, à cette époque-là, il y avait 400 000 hectares qui étaient cultivés à la bêche, 0,75% de la surface qui était cultivée à la bêche. Tout le reste était cultivé en traction animale. Mais sur ces 400 000 hectares où on cultivait à la bêche, on avait des rendements absolument phénoménaux. Si on les ramenait aujourd'hui, je vous dis 250 tonnes de légumes à l'hectare, c'est 1 million d'euros à l'hectare, le rendement en maraîchage, la French Méthode au début du fin 19e, début 20e siècle. Alors, pas très efficace, hein, son bêcheur. Voilà.
Mais je trouvais ça assez intéressant. Et puis, il montre un louchet. C'est pas du tout la bêche parisienne. C'est plutôt un louchet du Nord. Mais on voit quand même le geste qui enfonce la bêche dans le sol. Et ça va rejoindre ce qu'on va dire plus tard. Alors, j'aime bien les titres un peu amusants. Donc, un effet de manche. Vous avez une planche d'outils dessinée dans les années 90 par un de mes collègues archéologues. Et donc, c'est une petite synthèse de tout ce que peut dire Engelmann dans toutes ses études sur les outils. La longueur du manche est très très importante pour le maniement des outils, quel que soit l'outil. C'est presque le manche qui fait l'outil pour lui, mais la longueur du manche, elle est très très aléatoire en fonction de l'outil, en fonction de la région. C'est-à-dire que le louchet du Nord a un manche beaucoup plus long que le louchet ou le luchet de Provence. La longueur du manche, elle est adaptée à la taille de l'ouvrier. Alors lui, il appelle ça le moteur. Mais la longueur du manche, pour lui, elle est souvent très, très inadaptée. Même si elle est adaptée quelquefois dans chaque région, ça reste quelque chose de problématique. Le diamètre du manche. Pour lui, la principale source de fatigue de l'ouvrier, c'est que le manche n'est pas adapté, par sa longueur, mais aussi par son diamètre. Si vous avez déjà voulu remettre un manche à un outil, dans les jardineries, vous trouvez vous trouvez des longueurs différentes, des diamètres différents pour des outils différents, mais si vous cherchez un manche de bêche, ils font tous le même diamètre. Vous n'avez pas un panel, alors qu'on a tous des mains différentes. Et pour Engelmann, la fatigue provient plus on se fait des ampoules parce que le manche n'est pas adapté. Pour lui, par exemple, le hêtre, ce n'est pas du tout le bon bois pour faire des manches d'outils, ni le chêne. Il y a d'autres essences qui sont plus adaptées et il donne des listes d'essences de manches. Jean-Michel ? Oui. Je reviens, tu parles de la longueur des manches. Effectivement. Normalement, on n'interrompt pas celui qui parle, on pose sa question après, mon cher René. Mais après, c'est toi. Mais après, c'est toi. Tu vas changer de photo. Alors, donc, quand on recevait des binettes neuves, qui montent comme ça, alors le personnel était content parce que, oh, ben, c'est bien, on va biner, on va être. Mon oncle, qui était un peu chef de culture, il disait donnez-moi vos outils, les gars, neufs, là. Il prenait les montres de binettes, il coupait les ça. Merde, les gars, ils disaient mais pourquoi il est fait que ça? Eh bien, parce qu'avec la binette comme ça, petite, tu binais comme ça, et tu fatigues moins quand tu es bien comme ça que quand tu es que comme ça. Parce que quand tu es que comme ça, c'est terrain qui est pour tout. Alors que là, c'est. Voilà. Et en plus de ça, en ayant qu'un petit manche, eh bien, avec l'autre main, tu peux enlever une herbe qui gêne et tout, que si tu es là comme ça et tout. Tu te remettras en position pour la slide où je présenterai le travail de la binette. Mais merci de ton interruption. Et tu avais raison. Donc, pour lui, le grand ennemi du manche en bois, c'est que les manches droits sont pas bons pour les moteurs. Il faudrait que des manches courbes ou des manches, en tout cas, qui ne soient pas rectilignes et qui soient donc adaptées à l'anatomie. On le verra. Vous l'avez sur les planches, quelquefois, pour l'outil 8 ou d'autres, on voit très, très bien le cintrage du manche. La béquille ou la poignée, on la voyait sur l'outil précédent. Voilà, il y a un manche de béquille, ou sinon vous avez des poignées, on les verra. Et là, par exemple, ça permet d'exercer une meilleure pression sur l'outil pour une bêche, pour un travail facile, d'avoir une béquille. Les habitudes locales. Si vous prenez la planche d'un fabricant d'outils du début du XXe siècle, le catalogue de la maison Révolier ou autre, vous avez 100 catégories de bêches par région. Pour quasiment tous les outils, les houes, c'est pareil, vous avez 100 ou 200 sortes de houes. Il y a une rationalisation. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une houe, qu'une forme de bêche, et c'est dommage parce qu'on n'a pas des natures de sol qui sont identiques, et il y a des habitudes locales qui sont très importantes aussi pour l'utilisation. Et à chacun son outil. Là, on ne le voit pas sur ces outils-là, mais si on le voit sur un des outils. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit laser. On le voit sur cet outil-là, une poignée, c'est-à-dire que l'outil a été tellement usé que la personne a usé le manche ici. Et cet outil, je l'ai déjà eu en main. On voit la trace du petit doigt. Ça va durer trop longtemps. Tu parleras après, s'il te plaît. Vite fait. Mon oncle avait une binette et je l'ai gardée parce qu'il s'en est servi toute sa vie. Eh bien, le manche en bois était usé où il y avait une pousse. Oui. Carrément usé. Mais quelquefois, on sait même où se mettaient les doigts. René, c'est fini. Et donc, chacun avait son outil, on ne se les prêtait pas. Et les ouvriers marquaient même leur manche avec leurs initiales.
ils gravaient leur nom dans le bois, en tout cas les initiales. Le facteur poids des outils. Donc là, vous voyez quelqu'un qui laboure à la houe. C'est un outil de percussion lancé, alors qu'avant, vous voyez la bêche qui était un outil de percussion posé. Mais le facteur poids des outils, Ringelmann dit, pour les outils que l'on pose, avec lesquels on pousse, ça ne sert à rien que les outils soient lourds. Donc on pourrait gagner du poids sur une bêche. Une bêche n'a pas besoin d'être lourde. On ne va pas frapper le sol. Alors qu'une houe, on a besoin d'avoir un outil lourd. Une houe, ça fait entre 1,5 kg et 2 kg, alors qu'une bêche qui fait le même poids pourrait être beaucoup plus légère. Et cela permettra à l'ouvrier d'effectuer autant de travail avec moins de peine. Voilà, la percussion, les houes, les pioches, les marteaux. Donc là, les bonnes ou les mauvaises terres, en fait, les outils sont adaptés au type de terre. Donc là, vous voyez différents types de bêches, différents types de louchets, différents types de formes. Et la bêche ne va pas à la même profondeur en fonction du type de terre ou en fonction de son type. Si vous avez une bêche à dents ou une bêche à dents ici, à 2 dents, à 3 dents, à 4 dents, ou une bêche plate, vous n'allez pas à la même profondeur. Donc là, il fait des calculs sur la même force exercée, donc il fait des exercices, il a des appareils qui mesurent la force exercée et à quelle profondeur on peut aller. Alors, Maximilien Ringelmann, c'est l'inventeur de l'angle alpha. Ce n'est pas le mâle alpha, c'est l'angle alpha. Pardon, excusez-moi, l'angle alpha, c'est cet angle-là que fait l'axe du fer avec l'axe du manche. En fait, j'ai été conservateur d'une collection d'outils. On avait plus de 10 000 objets et outils, et on a fait rentrer 1000 outils dans une analyse comme ça, où on a classé les outils avec l'angle alpha. Et on a vu qu'il y avait une proportionnalité entre la longueur du manche, l'angle alpha et la taille du fer. Mais bon, je sors du propos. Donc, la houe est un outil, est un instrument de labour de percussion. Le poids est important. La longueur du manche dépend du type de terre. Et j'allais vous dire, c'est vrai et c'est pas vrai. Ringelmann a eu entre les mains certains outils, et moi j'ai pu faire une étude. Je vous décris cet outil-là. En fait, plus vous vous éloignez de Paris, plus la longueur du manche augmente et plus la longueur du fer diminue. En fait, et plus la longueur de cette partie-là augmente. En fait, quand vous êtes loin de Paris, vous avez des grandes parcelles, vous plantez la vigne à 1 mètre ou à 2 mètres de longueur, vous pouvez avoir des outils avec des grands manches. Plus vous vous rapprochez de Paris, plus vous avez des outils avec des manches très courts et avec des palettes larges. Ce que je vous ai montré avant quand on voyait le houeur. Voilà, là c'est la houe des environs de Paris. En fait, c'est une espèce de bêche renversée. Le manche, il est parallèle au fer. Donc là, quand vous êtes très près de Paris, vous avez un fer très long, de grande surface, un manche très court, et vous avez la palette ici qui fait à peu près 20 cm. Ce qui permet d'avoir, je voulais vous apporter des outils pour vous les montrer, mais je voyage en train, c'est pas facile, ce qui permet d'ouvrir le geste et de pouvoir labourer facilement. Et donc Ringelmann, je vous disais, n'a pas eu il n'a eu que des houes comme ça entre les mains. Donc des houes qui viennent de Provins, de Fontainebleau, des houes, ou même des outils de Fontainebleau, des houes avec des manches très longs et des fers assez courts. Ce qui fait que ces conclusions sur les différences de travail entre la bêche et la houe sont un peu biaisées. Donc là, vous avez deux comparaisons. Donc dans les articles de Maximilien Ringelmann, vous avez énormément de bonhommes allumettes comme ça. Alors il y a des textes qui les accompagnent qui sont assez intéressants parce qu'il parle de la torsion du corps. Il explique pourquoi le manche d'une bêche ne doit pas être rectiligne. C'est quand on fait des mouvements, quand on fait des mouvements pour bêcher, il y a un mouvement du corps. Le corps accompagne la bêche et on a de meilleurs rendements avec un manche cintré par rapport à un manche droit. Donc le labour à la bêche, quand vous faites le premier labour d'une terre un peu difficile, on utilise le pied pour enfoncer. Si jamais, comme dans les terreaux de René tout à l'heure que l'on voyait, on voit des maraîchers bêcher quelquefois, ils n'utilisent pas du tout le pied. Ils bêchent simplement à la force des bras, parce qu'ils bêchent du terreau, quelque chose de très léger, qui se manipule très très bien. Donc vous voyez, si on
travaille ce type de terre, dans les terres fortes, on fait 4 à 5 mètres carrés par heure. Si on est dans des terres légères ou des terres maraîchères, on peut faire 19 à 20 mètres carrés par heure et 100 à 200 mètres carrés par jour, ce qui représente quand même un travail. Un maraîcher qui a 6000 mètres carrés, ben, s'il fait 200 mètres carrés par jour, ça représente quand même 30 jours de travail de bêchage. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, c'est ça en ce sens aussi où les films sont intéressants, c'est qu'ils ne travaillaient jamais tout seuls. Ils étaient toujours en équipe, ils étaient nombreux. Pas simplement parce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'équipe, mais si vous avez 50 000 ou 100 000 poireaux à repiquer, si vous êtes tout seul, donc il faut mettre plein de monde pour aller vite, pour que ça avance. Donc là, vous avez le labour à la houe. Donc, ce que je vous disais, c'est des houes qui avec quasiment un angle à 90 degrés là, entre les deux. Une houe, l'angle, il est entre 70 et 90 et 90 degrés souvent. Alors, on le voit aussi. Et on voit deux gestes d'ailleurs. Donc, la houe permet de faire un travail plus expéditif puisqu'on arrive à faire 300 mètres carrés par jour. Ce qui fait que des maraîchers, au 19e siècle, hein, j'ai trouvé des textes, des maraîchers faisaient venir des houeurs qui venaient houer comme ça pour travailler leur marais, plutôt que de travailler à bêche. Alors, à chaque fois, dans la présentation, vous avez les références RH, revue horticole 1910, page, alors j'aurais dû mettre PP, mais page 134-135. Là, vous avez une planche d'outils de la classe, une planche de Thoin. Et je l'ai mise parce qu'on voit des embryons. Vous voyez une houe ici, on voit l'embryon du cintrage des manches. Mais alors, on ne voit pas bien les manches cintrées parce que, comme ils étaient longs, il les a coupés. Là, on voit les outils, on voit des houes. Quelquefois, il y a des houes qui avaient des fers de 30 à 40 cm, des labours de défonçage. Alors, ça aurait fait plaisir à Christian, parce que j'aurais pu parler du double labour, le labour à 2 fers de bêche, que lui a appris, mais bon, c'était une planche spéciale, j'aurais dû faire une vignette spéciale. Donc, les labours de défonçage, aujourd'hui, quand on prépare un terrain maraîcher, on peut commencer par préparer la terre par un labour de défonçage. Si la terre est trop compactée, on laboure à 40, 50 cm. C'est même pas un labour, on travaillait à la sous-soleuse. Ils faisaient ça à la bêche avant, ou à la houe, ce qui demandait un peu de travail. Là, vous avez une planche avec les houes, où sur certains modèles, on voit bien le fer qui est parallèle aux manches. Donc, vous avez des houes à terre forte. Et ici, ça, c'est des houes type modèle 19e siècle. Ça fait 2 kg, 2 kg et demi. C'est un modèle de Montreuil. Des houes pour terre forte ou terre caillouteuse. Là, c'est pour les terres à chien dent. Et sinon, vous avez des houes à terre plate. Extraordinaire outil pour faire une fosse ou pour faire une butte. C'est exceptionnel. Des houes parisiennes. Le binage, mon René. Donc, comme les ouvriers de René, quand j'étais enfant et que mon grand-père me demandait d'aller biner, il me voyait arriver avec une binette avec un grand manche. Il a aussi pris ma binette, il a coupé le manche en deux. Il m'a dit maintenant, tu peux travailler. Donc, là, Ringelmann, il travaille sur une posture qu'on ne voit jamais dans la culture. On voit jamais, j'ai observé, j'ai fait de l'ethnographie auprès de dizaines de maraîchers ici sur le pavé d'Amiens ou ailleurs en Ile-de-France, ou sur des cultivateurs en Ile-de-France. J'ai jamais vu de binette, sauf si elle sort du magasin, de cette taille-là. Voilà. Les binettes, et là vous avez des ouvrières, c'est ici, c'est chez René. Voilà. Elle travaillait avec des binettes, les banques font 20-25 cm. Alors, je suis dans les délais ou ça va? Je ne sais pas. Tu n'as pas regardé? J'ai encore 8 minutes. Voilà, mais c'est Byzance. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais c'est pour vous montrer les études de Maximilien Ringelmann. Il écrit des pages sur le fait, sur quels sont les os qui sont mobilisés. Mais là, il vous montre un pied dans un sabot. Donc, avec un sabot en bois, malgré tout, alors normalement, il mettait un peu de paille dedans pour amortir, il mettait de la paille dans le sabot. Et il dit quand même qu'on développe des maladies. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la taille des manches, donc il étudie en fonction de la taille des manches, de leur diamètre, les ampoules qui peuvent arriver ou la fatigue dans les mains calleuses. Et il dit aussi que le mancheron, c'est pas le manche le plus adapté. Que ça tient mal en main le mancheron, que ça peut bouger.
et que ce serait mieux d'avoir des manches légèrement ovales qui tiennent mieux en main. Donc à chaque fois, il y a des extraits de texte sur la pression à exercer pour l'outil. Le bois des manches, alors là, je vous ai mis une planche de binettes. Dans la collection qu'on conservait, on avait 200 binettes. Là, on en a mis quelques-unes. Les binettes varient la largeur du fer, la hauteur du fer, la longueur du manche. Comme c'était des binettes fabriquées par des taillandiers locaux, ce n'étaient pas des binettes qui sortaient d'usine, c'était des binettes qui étaient toutes différentes. 200 binettes différentes. Et vous voyez, il y a même des binettes qui ont une forme large, et vous avez des binettes avec des épaules rondes. Vous avez des binettes, il y a des formes absolument incroyables. Donc la binette est un outil qui date à peu près du XVIIe siècle, un outil au départ qui sert à ratisser, qui est un outil de château et qui va arriver chez les paysans et chez les maraîchers à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, avec tout un tas de types d'emmanchements, avec des cols d'oie, des cols de cygne, voilà, des binettes. Et la meilleure, il y avait deux types de binettes principalement utilisées en Île-de-France, la Nanterre, fabriquée par des taillandiers belges, et la Montreuil, la meilleure, avec une feuille d'acier et une feuille de fer soudées à chaud, et qui était une binette auto-affûtante. Le fer s'usait plus vite que l'acier, et elle s'affûtait d'elle-même. Alors, là, j'ai mis cette, j'ai pas développé, mais c'était pour vous montrer tous les calculs, et vous avez les calculs, les fonctions, il étudie l'effet de levier, le renversement, comment va la mode, voilà, c'est tout à fait, et vous avez des dizaines de pages consacrées à ça. Là, je vous l'ai mis tout à l'heure, ce sont des éléments sur l'épaisseur de la motte de terre, la surface de la terre labourée, le nombre moyen de coups de bêche donnés par heure, y compris. Maximilien Ringelmann était un des premiers à organiser des concours de labour et des concours de bêchage. Et tous les ans, il organisait notamment à Montlhéry des concours agricoles comme ça, où les ouvriers pouvaient se mesurer, et on pouvait avoir une médaille d'or si on était le meilleur bêcheur. Et donc, il regardait la qualité du travail que l'on pouvait faire. Donc là, vous avez des formes régionales. La forme de la bêche de Paris, la A. Alors, j'en avais une dans mes collections, mais un jour, je l'ai offert à quelqu'un que j'aimais bien, je vais le faire à René. La bêche des maraîchers parisiens est une bêche très, très différente des bêches que l'on connaît. C'est-à-dire que sur la face, il n'y a pas de nervure. C'est une bêche totalement lisse. C'est-à-dire que la terre ou le terreau n'accroche pas. Elle est forgée pour qu'il n'y ait pas de nervure ni devant ni derrière. Elle est très, très particulière, la bêche de Paris. Vous avez d'autres types de bêches et vous avez les luchets ou les bêches qui sont renforcées pour pouvoir exercer, travailler avec le pied. Ce qui n'est pas du tout le cas de la bêche de Paris, puisque les maraîchers utilisaient très, très peu le pied. Donc, alors si, ben voilà, tout à l'heure, je vous disais que je laboure à un demi-fer ou à 2 fers de bêche, donc les labours de défonçage ou les labours assez superficiels. Et en fait, on se rend compte que la plupart des labours qui étaient effectués étaient des labours 5-10 cm, 15 cm au maximum. On ne retournait pas le sol comme on a pu longtemps penser. Et on se rend compte, quand on étudie l'histoire des légumes, du 18e au 19e et au 20e siècle, que tous les légumes à racines très profondes, à racines pivotantes, sont abandonnés au fur et à mesure pour des légumes à racines de plus en plus courtes. Par exemple, le panais était du panais long, et on passe très vite au 19e siècle au panais de long, type guernesey, puis à du panais tout petit. La betterave rouge longue des Vertus, qui faisait 20 ou 30 cm, elle est abandonnée au cours du 19e siècle pour de la betterave crapaudine ou des betteraves rondes, type betterave d'Égypte. Donc, ils ont superficialisé leur façon. Alors, je ne sais pas s'ils ont superficialisé leur façon parce qu'ils ont choisi des racines courtes ou c'est parce qu'ils ont choisi des racines courtes qu'ils ont décidé de travailler moins profondément le sol. 2 minutes? C'est parfait, non? J'ai fini, là, j'ai fini. Conclusion, on aurait tout intérêt. Alors, ce matin, on en parlait avec quelqu'un qui parlait de mettre des capteurs. On aurait intérêt à lancer des études sur la posture des gens qui travaillent avec des outils à bras pour éviter la fatigue, pour éviter les problèmes osseux. Par exemple,
il y a le fait de bêcher avec le pied, ça peut provoquer la coxarthrose, des arthroses du col du fémur, l'arthrose du col du fémur, qui est préjudiciable aux gens. Engelmann le disait, les gens, à force de bêcher comme ça, ils n'arrivaient plus à se relever et puis ils marchaient avec une canne. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. J'ai vu un houeur, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Ce monsieur-là, il a 85 ans. Monsieur Henriet. J'ai vu à Pontoise un homme de 92 ans en train de labourer à la houe. On aurait dit une ballerine et une danseuse. La houe, c'est un outil de labour, de défonçage, de butage, mais c'est aussi un outil de sarclage. Et il y a tout un tas d'outils qui avaient plusieurs fonctions qu'on a totalement oubliées. Il serait intéressant de réutiliser ces outils, regarder ces formes. Je sais que au Bec et Loin, il y a de très belles pages dans le livre Vivre avec la Terre sur tous ces vieux outils, comment les réadapter, comment les réutiliser, refaire des manches, recintrer des manches, et que on devrait, il n'y a plus que 2 fabricants de manches cintrées en France, on devrait vraiment remettre ça au bout du jour et avoir des outils vraiment adaptés à tout ce que l'on fait, mais qu'on étudie leur fonctionnement et qu'on améliore leur configuration, leur morphologie. Merci.